C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e numéro de C'est l'info. Une nouvelle semaine d'actualité chargée au sommaire. Regardez la télévision, tweeter, jouer au golf. Depuis son élection le 8 novembre 2016, les habitudes du milliardaire Donald Trump n'ont pas changé. Elles ont même transformé l'aile ouest de la Maison Blanche en un véritable plateau de télé-réalité avec un showman expérimenté. En un an, Trump a changé Washington plus que Washington ne l'a changé, écrit USA Today. Le ton est donc posé et toutes les réponses à vos questions, c'est dans quelques secondes avec Nicolas Gachon, universitaire et spécialiste des États-Unis. On l'appelle déjà le Louvre du désert, érigé sur une île dans le golfe Persique, une dentelle d'inox et d'aluminium inaugurée ce mercredi par Emmanuel Macron. Le président français et les Émirats arabes unis veulent en faire un symbole fort, un pont entre les cultures et les civilisations. En tout cas, ce monument, imaginé par l'architecte Jean Nouvel, abrite 600 œuvres allant de l'Antiquité à l'art contemporain, venus de tous les continents. Nous rejoindrons tout à l'heure Grégoire Collin qui nous en dira un petit peu plus. Internet est devenu une arme de déstabilisation des États, des entreprises, des partis politiques et des citoyens. Les hackers s'immiscent dans les serveurs du Parti démocrate américain, bloquent les routeurs d'1 million de clients de Deutsche Telekom ou les réseaux de la chaîne TV5 Monde. Pour en parler, Soline Toussaint desyeuxdumonde.fr. Vous retrouverez également la chronique média qui s'intéressera au journal Charlie Hebdo. Et puis, nous parlerons également des Paradise Papers avec Alexander Seal. La reine d'Angleterre aurait des intérêts dans les paradis fiscaux. C'est l'info émission numéro 11. Soyez les bienvenus, ça commence tout de suite. C'est l'info, l'invité de la semaine. Le 8 novembre 2016, l'élection présidentielle américaine a porté à la Maison Blanche un homme d'affaires sans expérience politique, un candidat atypique, marchant à l'instinct et à l'imprévisibilité, un populiste dressé contre le système et le politiquement correct. L'équation comportait une énorme inconnue. Quel président serait Donald Trump ? Un an plus tard, les Américains ont l'impression de lire à livre ouvert dans la tête de cet homme qui s'épanche continuellement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant, il est plus complexe qu'il ne paraît, toujours en mouvement sur plusieurs fronts à la fois. En certaines occasions, on peut penser que l'ancien promoteur est totalement perdu et ne sait pas ce qu'il fait à la tête de la nation la plus puissante du monde. À d'autres moments, il paraît avoir un plan et le suivre opiniâtrement. Nicolas Gachon, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire consultant spécialiste des États-Unis. Alors il est un peu trop tôt pour solder les comptes de cette étrange présidence au bout de seulement 9 mois et demi, mais la période a déjà permis de camper pour l'histoire un personnage stupéfiant. En tant qu'historien, la présidence Trump semble être un sujet d'étude passionnant autant que déroutant. Passionnant et déroutant, et je pense que ça va rester très longtemps un sujet d'étude. J'étais en train de vous écouter, et en réalité, Donald Trump fournit ce pourquoi il a été élu. Il propose un style qui est absolument non présidentiel, mais force est de constater qu'il a été élu pour être non présidentiel, et parce que c'est ce que voulait sa base. Et la question qui se pose maintenant, c'est combien de temps sa base continuera-t-elle à le soutenir ? Oui, on dit souvent que la base Trump tient pour relativiser une impopularité qui grimpe ces derniers mois. Cette base semble néanmoins être toujours réelle. Écoutez, sa base tient pour le moment. Il y a quelques signes d'affaiblissement ici ou là. On voit notamment que sur la réforme de santé, ça a causé quelques petites crispations. Mais effectivement, les signes d'affaiblissement ne sont pas assez significatifs pour affaiblir durablement Donald Trump. Alors inversement, lui n'a pas non plus abandonné sa base, mais j'ai envie de vous dire que c'est uniquement sur un plan rhétorique.
et que c'est une toute autre affaire sur un plan politique. Vous connaissez le programme qui a été proposé par Trump. Le mur n'est pas construit, le mur avec le Mexique n'est pas financé, l'investissement dans les infrastructures n'est pas mis en place, il n'y a même pas un projet de loi. Donc le soutien de Trump, à sa base, est essentiellement rhétorique et sa base tient encore, mais effectivement, la maison Trump tente à se fissurer un petit peu en ce moment. Alors il y a un an, l'élection de Donald Trump avait montré une Amérique particulièrement divisée. Cette Amérique semble toujours être divisée un an après. Elle reste divisée. Trump avait fait une campagne extrêmement clivante. Il avait fait un discours d'investiture extrêmement dur pour un président des États-Unis. Et on peut dire aujourd'hui que le pays reste plus divisé que jamais. Trump avait dit dès le 9 novembre 2016, donc lendemain de l'élection, qu'il était temps pour l'Amérique de penser les plaies de la division. Mais vous voyez bien que la division est partout, entre communautés, entre partis politiques et même au sein des partis politiques. On voit que le parti républicain est en train de se déchirer en ce moment. Alors Nicolas Gachon, le Congrès américain a adopté fin octobre la résolution sur le budget 2018 après un vote de la Chambre des représentants qui permettra au président de lancer sa grande réforme fiscale qui inclut une baisse d'impôts de 1500 milliards de dollars. La résolution votée la semaine dernière par le Sénat a été adoptée par 216 voix pour à la Chambre. Donald Trump semble tout de même conserver son avance au Sénat et donc dans son parti politique. Écoutez, pour ce qui est de la question budgétaire, il faut bien comprendre que pour le Parti républicain, qui n'a pas pu voter quoi que ce soit pour le moment, la question budgétaire fait partie de ce qu'on appelle l'orthodoxie républicaine. Donc effectivement, les républicains vont toujours chercher à baisser les impôts pour plusieurs raisons. Un, c'est dans leur philosophie économique, et deux, ça leur sert également à asphyxier un petit peu le gouvernement fédéral. Donc il y a effectivement une réforme fiscale en ce moment et qui fait partie de probablement des réussites sur lesquelles Trump peut espérer compter si elle se concrétise. Donc pour l'instant c'est une réussite incomplète. Il y a des dispositions dedans qui sont assez classiques comme la baisse de l'impôt dont vous parliez, notamment l'impôt sur les bénéfices qui va passer de 35 à 20%. Et puis aussi cette disposition que je trouve un petit peu révolutionnaire qui veut que les produits vendus aux États-Unis par une entreprise et fabriqués par cette même entreprise dans une usine installée à l'étranger vont se trouver taxés à 20%, alors que ceux qui sont fabriqués aux États-Unis ne le seraient pas. Voilà, donc là, il y a un champ qui s'ouvre avec le budget qu'il va falloir suivre, oui. Comment Donald Trump est-il accompagné dans ses fonctions? Qui sont les hommes forts qui entourent le président? Alors c'est extrêmement difficile à savoir et à mesurer. C'était beaucoup plus simple avec la totalité de ses prédécesseurs. Là, vous avez une Maison-Blanche un petit peu à géométrie variable. Donc vous avez bien vu qu'il y a toute une série de démissions de conseillers, y compris le très polémique Steve Bannon. Il y a quand même des relents de népotisme puisqu'il est entouré par des membres de sa famille. Et l'autre caractéristique, c'est que après l'élection, il aurait dû davantage de hauts fonctionnaires dans l'administration, ce qu'il a choisi de ne pas faire. Il a même fait une déclaration très étrange la semaine dernière en disant ça n'est pas grave si je nomme pas de hauts fonctionnaires puisqu'après tout, je suis le seul qui compte. Voilà. Donc Trump, à mon avis, on le sait, s'est entouré de personnalités extrêmement polémiques. Je pense qu'il y a une très forte influence de Steve Bannon, même s'il a été limogé et qu'il est aujourd'hui en train d'agiter les médias conservateurs. Voilà. Et on se demande si Trump écoute beaucoup de gens. Donc c'est vraiment ça sera un sujet d'étude, à mon avis, à la fin de son administration. Oui, on en parlait tout à l'heure, depuis son élection, donc Donald Trump a fait de la politique américaine d'immigration un pilier de la stratégie de priorité nationale, une stratégie qu'il avait promue durant la campagne. On se souvient donc du Muslim ban en début d'année qui a fait couler beaucoup d'encre en Amérique et dans le monde entier, et donc de ce projet d'un mur à la frontière avec le Mexique qui semble tout de même être toujours d'actualité. Donald Trump sur l'immigration ne souhaite pas renoncer pour conserver visiblement donc sa base, Nicolas Gachon. Je pense que rhétoriquement il ne peut surtout pas le faire, même si pour l'instant c'est échec sur échec. Il a échoué sur l'immigration légale avec son projet de refonte complètement enlisé du système de visa. Il a échoué sur l'immigration illégale. On a bien vu la question des Dreamers, la question de la construction du mur.
c'est pas tellement le mur qui pose problème. Donald Trump peut tout à fait construire un mur, c'est la question du financement. Il a promis pendant sa campagne que le mur serait financé par le Mexique, et là il a demandé plusieurs milliards de dollars au Congrès donc pour financer ce mur, mais demander plusieurs milliards de dollars au Congrès pour financer le mur revient à le faire financer par de citoyens américains. Et donc ça, c'est quelque chose qui va le mettre en porte-à-faux avec sa base. Et donc effectivement, il est en très grande difficulté sur l'immigration. Il y a eu, vous venez d'en parler, ces décrets anti-immigration. Mais à ce jour, la quasi-totalité de ces décrets ont été bloqués par les cours de justice fédérales. Et on a bien vu que la Cour suprême a tout fait donc, pour ne pas avoir à traiter le dossier pour l'instant. La semaine dernière, les premières mises en examen sont également tombées dans l'affaire des soupçons d'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. Quels sont les risques encourus par Donald Trump? Beaucoup parlent d'impeachment, de destitution. Oui, c'est le risque majeur. Visiblement, c'est un dossier qui était très très complexe pour lui. Et alors c'est très intéressant parce que les commissions, il y a 3 commissions du Congrès qui enquêtent, et on voit bien qu'elles n'arrivent pas à travailler, qu'elles n'arrivent pas à aboutir. En revanche, l'enquête conduite par Robert Mueller, elle avance, et on a bien vu que donc il y a eu déjà des premières inculpations. Le risque à court ou moyen terme, si les choses se poursuivent sur ce ton-là, c'est effectivement une destitution. Mais bon, pour qu'il y ait destitution, il faut que la Chambre des représentants vote des chefs d'inculpation contre Trump. Or, la Chambre des représentants est républicaine. Donc pour l'instant, c'est extrêmement improbable. Sauf si on avait des preuves avérées. Et donc Trump commet des erreurs politiques majeures lorsqu'il se retourne contre son Congrès qui est républicain. Puisque à terme, il pourrait prendre le risque de voir donc des membres du Congrès républicain voter contre lui dans une procédure d'impeachment, ce qui s'est produit pour Richard Nixon au début des années 70. Et une éventuelle procédure d'impeachment amènerait donc son vice-président, Mike Pence, au pouvoir. Effectivement, donc et il faut le souligner. Les démocrates ne sont on parle beaucoup d'impeachment, donc de destitution. Je ne sais pas si ce serait véritablement une bonne affaire. Bon, beaucoup de démocrates aimeraient se débarrasser de Donald Trump pour des raisons évidentes. Cela étant, ça ne serait pas une alternative politique, et ça apporterait au pouvoir une personnalité comme Pence dont certains observateurs commencent à se demander s'il ne serait pas intéressé lui-même par une candidature à la présidence dans le sillage de Trump ou contre Trump. Donc effectivement une destitution, mais une destitution c'est une procédure qui est extrêmement longue, et dans tous les cas, effectivement, comme principe, elle apporterait Mike Pence au pouvoir. Et il faut le souligner, Mike Pence est bien plus extrémiste que ne peut l'être Donald Trump aux États-Unis. Oui, on sait bien que c'est un ultra-conservateur, effectivement. Oui. Alors parlons à présent un petit peu, Nicolas Gachon, de politique étrangère. Sa politique étrangère depuis son arrivée au pouvoir déconcerte selon les sujets et surtout selon les semaines et les humeurs. Les déclarations et les décisions oscillent entre un positionnement nationaliste et le respect des pratiques de la diplomatie internationale. Quel est le regard de Donald Trump envers le droit international? A-t-il pris conscience de ce qu'est réellement le droit international? Je pense que c'est encore plus compliqué que ça, ou plus simple que ça. Je pense que Donald Trump n'a pas conscience, ou feint de ne pas avoir conscience de ce que c'est que le multilatéralisme. Alors, on voit bien que il a promis des tas de choses qu'il avait. On l'a vu pour la COP 21, on l'a vu pour l'accord sur le nucléaire iranien. Trump promet par exemple qu'il va faire sortir les États-Unis de tout un tas d'accords dans lesquels sont engagés les États-Unis, sans comprendre que ces accords sont des accords multilatéraux et que Trump raisonne constamment sur le mode bilatéral. Et il a une vision donc qui correspond à la rhétorique de sa campagne, Make America Great Again, donc assez suprémaciste, et qui effectivement irrite la quasi-totalité de ses partenaires à l'étranger. On voit bien les relations complexes qu'il a avec l'Europe. On voit bien en ce moment dans son déplacement en Chine qu'il a besoin de chercher l'appui de la Chine. Il va rencontrer Poutine prochainement. Il aura besoin de Poutine. Mais la rhétorique qu'il déploie en Chine est complètement déconcertante puisque il n'a pas de vision pour la région. Il n'a pas de il n'a pas de vision régionale alors qu'il prêche le monde indo-pacifique, etc. Donc Trump est
est en train d'isoler les États-Unis. On voit bien que, par exemple, pour l'accord de Paris sur le climat, maintenant que la Syrie a signé cet accord, les États-Unis sont le seul pays au monde à ne pas l'avoir signé. Donc c'est assez caractéristique donc d'une politique isolationniste qui tend vers un isolement assez préoccupant des États-Unis. Oui, alors si on prend par exemple l'exemple de la Corée du Nord, un discours sans retenue à l'Assemblée des Nations Unies en septembre dernier, des menaces qui persistent, une position donc effectivement très bilatérale, très unilatéraliste. Donald Trump pense-t-il réellement ce qu'il dit? Et surtout, est-ce que de tels propos auraient pu être édictés par d'autres présidents tels que George W. Bush 15 ans auparavant? C'est très improbable. On a vu que George W. Bush était quand même, pour une part, contrôlé par ses conseillers, notamment par ses conseillers en communication. Là, il y a eu une escalade verbale et de provocation qui est très, 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 très préoccupante. On voit bien que l'usage des tweets pose également problème, et ça aussi, ce sera, à mon avis, un sujet d'étude. Ça pose des questions, y compris en termes d'archivage et de classification. Trump est un homme qui se sent traqué. Je pense qu'il est entré dans une sorte de paranoïa où il pense à tort ou à raison, ça on pourrait en débattre, qu'il ne peut pas faire confiance aux médias et donc qu'il communique par tweet. S'agissant de la Corée du Nord, il s'est engagé trop vite, trop fort, il leur a promis le feu et la fureur, mais bon, c'est une position qu'il ne peut pas tenir lentement, qu'il ne peut pas tenir longtemps, sans discréditer la voix des États-Unis, et on voit bien que dans son déplacement en Asie, on a eu une rhétorique et une communication en géométrie variable, avec un ton radouci, une modération accrue en Corée du Sud, un petit peu au Japon et puis beaucoup en Corée du Sud. Il faut savoir aussi qu'en faisant ça, il a tout fait pour satisfaire les autorités de Corée du Sud qui, pour mémoire, l'avaient rappelé à l'ordre fin septembre en enjoignant de changer de ton avec Pyongyang. Là, en Chine, il a haussé un petit peu le ton à nouveau contre la Corée du Nord en disant ne nous mettez pas à l'épreuve, etc. Il faut comprendre que Trump est affaibli. Il cherche des appuis en Chine et en Russie. Il est affaibli parce qu'en politique intérieure, il a du mal à conduire son pays. Il a du mal à contrôler son Congrès. Donc cette escalade verbale avec Pyongyang, finalement, devra trouver une issue, et c'est ça qu'il est en train de chercher à Pékin et qu'il cherchera dans sa rencontre avec Poutine. Oui, alors avant la rencontre avec Poutine, effectivement, Donald Trump est arrivé cette semaine en Chine. Si pendant la campagne, il accusait la Chine d'avoir volé des millions d'emplois aux États-Unis, désormais, Donald Trump ne tarit plus d'éloges envers son homologue chinois Xi Jinping. Et ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, à un moment où les États-Unis perdent d'influence, eh bien la Chine est en train de grimper. C'était le magazine Time qui la semaine dernière désigner la Chine comme la future grande puissance mondiale. Les rôles sont en train donc de s'inverser et de changer. Complètement. Et Xi Jinping lui-même a affirmé très récemment que la Chine allait redevenir la première puissance mondiale, celle qui serait capable donc de démanteler la suprématie américaine. Ce qui se passe en Chine n'est pas très surprenant. Je pense que Trump a quand même été un petit peu verrouillé par ses conseillers qui craignaient justement qu'il engage un rapport de force avec les Chinois sur la question du déficit et du commerce. Or, on voit bien qu'il a fait la promotion de pas mal d'accords commerciaux, bon, certes bilatéraux, mais là, il a véritablement fait son travail de président VRP des États-Unis. Il faut savoir que dans cette délégation américaine, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a notamment le président de la Goldman Sachs qui est là, et qui est là parce que les Américains espèrent que la Chine va engager une sorte de libéralisation du secteur financier. Donc là, Trump a une posture qui correspond plus qui est un petit peu plus présidentielle et qui est moins engagée dans la confrontation avec la Chine. Alors un an après l'élection de Donald Trump, les élites russes se trouvent là aussi face à une évidence. La Russie n'est pas la priorité de la politique étrangère américaine. 750 diplomates américains ont été contraints de quitter le territoire russe sur demande de Vladimir Poutine. Un rapprochement avec la Russie semble donc bien plus complexe que prévu par certains observateurs il y a un an.
Alors, le rapprochement avec la Russie est quelque chose de très complexe pour deux raisons. Une, il avait reproché la politique de Barack Obama. Rappelez-vous, quand Barack Obama avait pris le pouvoir, il avait voulu engager une politique qu'on qualifiait de reset, de réinitialisation avec la Russie. Obama avait échoué et Trump le lui avait reproché. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a en même temps ce dossier, donc cette enquête sur l'ingérence russe. Trump a fait une campagne quand même très très proche de la Russie. Rappelez-vous, il y a eu un moment où devant les médias américains, il s'est adressé directement à Vladimir Poutine et aux hackers russes en leur demandant littéralement de hacker les emails d'Hillary Clinton. Donc, quelles que soient les dispositions de Trump, il ne peut pas en ce moment politiquement, en termes d'affichage, essayer de se rapprocher de la Russie. Ça engagerait des dommages collatéraux trop importants. Trop important. Et vis-à-vis des pays européens, donc on en parlait tout à l'heure avec la sortie des accords de Paris le 1er juin dernier, ou encore le dossier du nucléaire iranien, Donald Trump ne se montre absolument pas conciliant et surtout partenaire des pays européens. Absolument, donc ça correspond donc à sa ligne de conduite. Il a fait également sortir donc les États-Unis de l'UNESCO, en même temps qu'il a proclamé donc une journée des Nations Unies aux États-Unis, semblant oublier que l'UNESCO est une des agences des États-Unis. Pour la fin de l'accord sur le nucléaire iranien, il faut se méfier, c'est quand même encore très rhétorique pour l'instant, puisque le Congrès des États-Unis vraisemblablement ne le suivra pas sur cette question. Les indications qu'on a pour le moment sont que le Congrès des États-Unis ne validerait pas une sortie de l'accord sur le nucléaire iranien. Il faut se rappeler que dans la Constitution américaine, le président n'a pas le pouvoir en matière de traité. C'est le Sénat qui fera la décision. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est très en suspens et c'est encore très rhétorique. Pour le dossier iranien. Oui, tout à fait. Et puis donc justement au Moyen-Orient, le ton ne cesse de monter entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les États-Unis soutiennent leur allié historique, les Saoudiens. Donald Trump est-il prêt à lancer une nouvelle escalade dans la région ? On ne le sait pas vraiment. Le problème de Trump, c'est que la communication est tellement sulfureuse qu'on ne le sait pas vraiment. On se demande, y compris pour la Corée du Nord, c'est une question que se posent les Japonais, c'est une question que se posent les Sud-Coréens. Est-ce que Trump véritablement engagerait, par exemple, l'armée américaine pour défendre le Japon ou la Corée du Sud contre la Corée du Nord? Donc il est certain que Trump va continuer à défendre l'Arabie Saoudite. Il est certain que dans sa rhétorique, il va continuer à dénoncer donc la politique iranienne. Il a fait une déclaration tout récemment en disant que l'Iran n'était pas digne ou qu'il n'était pas recevable que l'Iran devienne une puissance nucléaire. On est sur une rhétorique habituelle, mais on ne sait pas avec Trump. Il n'y a pas encore eu d'événements qui permettent de mesurer véritablement le passage de la rhétorique à l'action. Donc ce sont des choses qui restent quand même, qui sont quand même à voir dans sa deuxième année au pouvoir. Et alors enfin, au-delà de la personne de Trump, a-t-il réussi finalement à transformer la politique américaine et notamment son parti, le Parti républicain? Finalement, le Trumpisme sans Trump, a-t-il un avenir? Alors ça, c'est la théorie que développait Steve Bannon encore récemment en disant que, certes, Trump est une personnalité très sulfureuse, mais on peut garder son message, on peut faire du Trumpisme sans Trump, et c'était la politique, la stratégie électorale que souhaitait engager le Parti républicain pour les élections de mi-mandat de 2018. Avec un petit bémol maintenant, parce que vous avez vu qu'il y a eu des élections, notamment en Virginie ce mardi, qui ont été perdues par les Républicains. Or, c'est exactement ce qui avait été fait en Virginie. Ed Gillespie avait fait campagne sur des thématiques trumpiennes, sans même citer le nom de Trump. Alors, pour 2018 et pour 2020, moi, je pense que la première victime collatérale du Trumpisme sera le Parti républicain qui est en train de se déchirer. C'est un parti qui a toujours été un petit peu en guerre contre lui-même, entre une frange un petit peu modérée, internationaliste sur la côte Est, et puis les militants très conservateurs au centre du pays. Trump est en train de jouer sur cette division. Et la question que commencent à se poser de nombreux républicains, c'est de savoir si Trump fait véritablement partie du Parti républicain. Et mon avis est que probablement pas. C'est un véhicule qu'il utilise, mais je ne pense pas qu'il soit dans le droit fil de la pensée républicaine. Et donc, il va falloir voir. Je pense qu'il y aura une première sanction donc aux élections de mandat de mi-mandat de 2018. Et si ça se produit, Trump va devenir ce qu'on appelle un canard boiteux, ce qui est arrivé à Barack Obama donc à la fin de
de son deuxième mandat. Et là, on aura un peu plus de vérité puisque Trump va devoir prendre des positions beaucoup plus claires et engager des rapports de force encore plus marqués, mais là, dans la réalité, pas simplement dans la rhétorique, avec le Parti républicain et le Congrès. C'est une politique du rapport de force. Il faut bien comprendre que le marécage ou le bourbier que Trump promettait d'assécher n'a pas été asséché, bien au contraire. Vous avez un rapport de force avec la justice, avec les juges, vous avez un rapport de force avec la presse. Et donc je pense qu'il faudra un arbitrage et que le peuple américain donnera cet arbitrage probablement au mois de novembre 2018. Merci beaucoup Nicolas Gachon, universitaire et consultant, spécialiste des États-Unis. Voilà, on a essayé un petit peu d'analyser, et évidemment il y avait beaucoup d'autres sujets, vous venez d'évoquer les médias. On a essayé en tout cas d'analyser brièvement la première année de Donald Trump. À très bientôt sur C'est l'Info. Merci à vous. Ici, Londres. 18 mois après les Panama Papers, voilà les Paradise Papers. Nouvelle révélation sur l'argent caché dans les paradis fiscaux. Nous en parlons avec Alexander Seal dans Ici Londres. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Les personnes les plus riches de la planète semblent donc avoir beaucoup plus de tuyaux que les personnes lambda pour ne pas payer d'impôts et gagner toujours plus d'argent. On appelle cela de l'optimisation fiscale. Rappelons justement, Alexander, en 2 mots, ce qu'est le scandale des Panama Papers. Oui, donc les Panama Papers, ce sont la fuite de plus de 11 millions de documents confidentiels issus d'un cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore, ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Parmi eux se trouvent des hommes politiques, des milliardaires et des sportifs de haut niveau ou de célébrités. Et il faut savoir que ça a commencé, ça a été publié par un quotidien allemand en 2015, et ces données ont rapidement été partagées par beaucoup de médias dans le monde, à travers de 80 pays, par l'intermédiaire du Consortium international des journalismes. Et donc, ces premiers articles étaient publiés le 3 avril 2016. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit, parce que concernant le Royaume-Uni, parmi ces célébrités, le défunt du père du Premier ministre de l'époque, David Cameron, faisait partie de ces membres, en fait, des Panama Papers. Et donc, David Cameron, il a reconnu avoir possédé des parts dans un fonds offshore de son père. Et donc, le 7 avril 2016, David Cameron, il a fait une interview sur la chaîne ITV. Il a reconnu qu'il détenait jusqu'en 2010 des parts des fonds de son père immatriculés aux Bahamas. D'accord, et donc on en est venu à ces fameux Panama Papers, dont comme personnalité touchée compte quand même la reine d'Angleterre et le prince Charles. Oui, exactement. Donc dimanche dernier, des documents financiers publiants montrent l'investissement secret des grandes quantités d'argent dans les paradis fiscaux. Et donc la fuite Paradise Papers contient des documents de plus de 13 millions d'exemplaires. Et donc au Royaume-Uni, l'émission Panorama de la BBC et The Guardian font partie de près de 100 groupes de médias qui analysent ces articles. Et donc, les Paradise Papers montrent qu'environ 10 millions de livres de la reine d'Angleterre ont été investis à l'étranger. Et donc, le duché de Lancaster, qui est le patrimoine privé du souverain depuis 1399, a placé des fonds dans les îles Caïmans et aux Bermudes. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a rien d'illégal dans ces investissements et aucune suggestion que la reine évite l'impôt. Mais il y a des questions qui peuvent être posées quant à savoir si le monarque
devrait investir à l'étranger. Mais il faut savoir que c'est incroyable que ces conseillers n'ont pas été, n'ont pas su, n'ont pas été au courant. Et ça pose un problème pour Buckingham Palace en ce moment. Et il y a quelques jours, on vient d'apprendre que le prince Charles, maintenant, est à son tour mêlé dans cette affaire. Il aurait fait campagne pour que certains accords sur le changement climatique soient modifiés. Le duché de Cornouailles, donc, qui gère le fonds privé de l'héritier de la couronne, a investi environ 3,5 millions d'euros offshore dans les îles Caïmans en 2007. Eh bien, dis donc. Et alors, comment a été accueillie la nouvelle par les médias traditionnels, mais aussi par l'opinion publique plus généralement en Grande-Bretagne? Donc, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a eu certaines critiques parce qu'il faut savoir, il y a eu des débats au passé que la reine a été critiquée sur son train de vie royal. Et depuis 1992, la reine a annoncé par la voix du Premier ministre de l'époque, John Major, qu'elle paierait désormais un impôt sur le revenu. Donc la reine, elle paye un impôt, elle paye des impôts. Et donc il y aura sans doute dans les jours et les semaines à venir un débat au Parlement concernant les dépenses royales. Et donc pour le The Guardian, qui est un journal de gauche, la reine Elisabeth II est la reine offshore. Et les unes des tabloïds britanniques et certains journaux ont critiqué la reine d'Angleterre. Et aussi, il faut savoir que la première ministre britannique Theresa May est restée silencieuse depuis la publication de ces Paradise Papers. Et aussi, le leader du Labour Party, Jeremy Corbyn, a dit que la reine doit s'excuser. Eh oui, tout à fait. Des personnalités britanniques également sont touchées. On pense au champion de Formule 1 Lewis Hamilton qui est dans le viseur de ces journaux qui ont publié les Paradise Papers. Oui, exactement. Donc, Lewis Hamilton, qui est le champion du monde de Formule 1, apparemment, il a échappé à la TVA pour l'achat de son jet privé. Alors, c'est grâce à un montage un montage aux frontières de la légalité passant par l'île de Man, que Lewis Hamilton a été exempté de 4 millions d'euros de TVA qu'il aurait dû payer sur l'achat de son avion. Et aussi, il faut savoir qu'il y a le vice-président et ancien trésorier du Parti conservateur. Il s'appelle Lord Michael Ashcroft. Il ne paye pas d'impôts au Royaume-Uni. Et donc, comme a expliqué plusieurs médias, Lord Ashcroft a été est mêlé dans ces Paradise Papers. Et donc, voilà, donc c'est tout un système au Royaume-Uni qui est concerné, en fait. Ouais, au Royaume-Uni et plus généralement. Et plus généralement, oui, dans le monde. En France, le journal Le Monde est à l'origine de ces publications Paradise Papers. Rappelons que c'est effectivement 90 journaux, médias du monde entier qui se sont associés pour révéler l'ensemble de ces données. Et tout de même, Alexander, il faut le rappeler aux auditeurs, la plupart des entreprises et personnalités épinglées par les médias ces derniers jours se sont en fait adonnées à l'optimisation fiscale, c'est-à-dire les montages qui flirtent avec des limites mais qui restent dans les clous de la loi. Par exemple, Lewis Hamilton a, pour son jet privé, créé une société et les sociétés sont exemptées sur l'île de Man de toute forme de TVA. Oui, exactement, oui. Merci. Oui, allez-y. Non, oui, donc tous ces grands groupes et personnalités sont épinglés, et on verra dans les jours et semaines à venir sans doute des fuites. Chaque jour apporte son lot. Chaque jour apporte son nouveau lot, en effet. Merci beaucoup Alexander Seal, correspondant C'est l'Info à Londres, pour Ici Londres. Et nous vous retrouverons bien évidemment la semaine prochaine. Ça bouge tant que l'on est ensemble, Alexander. Ça bouge côté ministère. Theresa May a forcé l'une de ses ministres à démissionner après des relations fructueuses avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, exactement. Donc, une ministre déléguée, Priti Patel, a démissionné parce que apparemment elle a eu des réunions avec des officiels israéliens qui n'étaient pas officiels. Et donc, ça crée un scandale au Royaume-Uni. Et donc, donc son ministre a dû démissionner. Et donc, c'est une autre politicienne qui est pro-Brexit qui lui a remplacé, en fait. Et donc, c'était une nouvelle crise encore pour ce gouvernement. Après la démission le 1er novembre du ministre de l'Intérieur pour harcèlement sexuel. Le ministre de la Défense. De la Défense. Merci beaucoup Alexander pour toutes ces précisions. On aura peut-être l'occasion de reparler du Brexit dans les prochaines semaines. Les négociations se compliquent donc, comme quoi l'herbe n'est pas forcément toujours verte ailleurs. À la semaine prochaine Alexander. À la semaine prochaine. Ouvrons le débat. Grégoire Quelin. Ouvrons le débat. Grégoire Quelin est avec nous. Il vous parle du Louvre Abu Dhabi. Ouvrons le débat revient cette semaine sur la question du Louvre Abu Dhabi. Le Louvre Abu Dhabi, exportation d'une marque entre symbole, communication et pouvoir. Mais avant de revenir sur ces questions de communication, vous en avez l'habitude, nous commençons par l'info en plus. C'est l'info en plus, c'est une info qui vous a peut-être échappé ces derniers jours. Semaine chargée dans l'actualité avec la révélation de l'affaire des Paradise Papers, vous avez peut-être manqué l'ouverture de la COP23. La conférence sur le climat, après s'être déroulée à Paris et à Marrakech, se déroule cette année à Bonn, en Allemagne, et ce jusqu'au 17 novembre prochain. Bien qu'organisée à Bonn, c'est bien les îles Fidji qui sont à la tête de cette réunion. L'objectif est clair, il est d'aboutir à des règles précises afin de limiter le réchauffement climatique comme convenu lors de la signature des accords de Paris en 2015. Retour maintenant sur notre actualité, le Louvre Abu Dhabi, enjeu géopolitique et géostratégique. Alors qu'est-ce que c'est que le Louvre Abu Dhabi ? C'est une île-musée issue de 10 ans de travaux. Sous ce dôme de 180 mètres de diamètre dû au architecte Jean Nouvel, un musée universel regroupant pas moins de 950 œuvres de toutes les civilisations, de toutes les époques. Un élément de rayonnement de la France à Abu Dhabi qui met en avant l'influence de l'agence France Museum à l'international pour y développer la culture française. C'est un enjeu de visibilité dans une région géopolitique sous tension. La France prend et veut prendre une nouvelle place dans le golfe arabo-persique. Ce Louvre des Sables, c'est le symbole de l'influence culturelle de la France dans les Émirats. Une région qui reste sous tension, notamment du fait de l'opposition entre l'Iran chiite et les monarchies sunnites. Le ministère de la Culture évoque lui une réponse civilisationnelle à la barbarie. Selon les mots de Françoise Nyssen, le soft power, c'est le rayonnement culturel de la France. Il s'illustre de différentes manières. Le Louvre à Paris, à Lens, à Atlanta en 2006 et désormais à Abu Dhabi, mais également le Centre Pompidou, d'abord en France, les territoires donc à Paris et à Metz, mais également à Malaga en 2015, et il prévoit une ouverture à Shanghai en 2019. Le président Macron, lui de son côté, n'a pas seulement fait une visite de courtoisie, c'était en effet un partenariat stratégique de la France qui devait être montré et développé par une communication maîtrisée, montrer une France forte et qui, de fait de ses alliances avec les Émirats Arabes Unis, possède une base aérienne, une base maritime et une base culturelle dans ce pays-là. Ici commence le combat d'une génération pour notre jeunesse. Ce combat, nous le porterons avec l'esprit de conquête parce que nous avons à nos côtés le beau du monde entier. Un discours contre la barbarie évoquant tour à tour la jeunesse et l'interreligieux. Discours donc chargé, lourd de sens, le Louvre étant destiné à faire territoire, situé à un point névralgique du monde, un pont tendu selon Emmanuel Macron. C'est qu'il y a à chaque fois une passerelle qui nous unit et qui est ce pont tendu qui doit nous rendre profondément déterminés contre toutes les formes de repli. Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. L'enjeu géostratégique, géopolitique est également au cœur du discours du président français évoquant un pont civilisationnel au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Il convient ici d'évoquer Georges Corme, géographe qui s'est attaché à déconstruire ces notions d'Orient et d'Occident, concept à géographie variable et à réalité variable, pourtant utilisé à tout va. Le président Macron vante en outre les atouts de la France et son esprit de conquête comme puissance mondiale et plus largement
l'enjeu de la francophonie de la langue française. Je veux une francophonie forte parce que je veux une francophonie qui portera avec vous ce combat en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, un combat contre l'obscurantisme. Le français, c'est la langue de la raison. Derrière le partenariat culturel, c'est l'enjeu de la place de la France à l'international qui est ici mis en avant. Rappelons en effet que les Émirats arabes unis, outre le Louvre, c'est aussi une université française, en l'occurrence la Sorbonne, plus de 600 entreprises françaises implantées dans le pays, et un accord de défense, un point clé pour la sécurité dans la région. Ludovic Pouille, ambassadeur de France aux Émirats arabes unis, évoque ce 9 novembre une relation renforcée entre les deux pays. La culture peut-elle ainsi permettre de résoudre des crises géopolitiques ? La culture mise au service de la communication peut-elle permettre d'influencer le monde ? Et plus concrètement, peut-on parler de soft power comme outil principal de la diplomatie du XXIe siècle ? Cette fois c'est sûr, le débat est ouvert. La chronique des yeux du monde.fr cette semaine avec Soline Toussaint. Bonjour Soline. Bonjour Martin. Cette semaine, vous êtes là pour nous parler de cyberguerre. Les diplomates occidentaux se mobilisent pour réguler les conflits dans le cyberespace avant qu'un État ou une organisation terroriste ne paralyse tout Internet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez justement nous définir ce que c'est que ce terme cyberespace, cyberguerre, ainsi que les différentes couches qui le composent ? Oui, bien sûr. Alors, la cyberguerre est une nouvelle forme de guerre. En effet, nous sommes désormais dans un monde connecté où les frontières ont disparu avec la naissance d'Internet. Et aujourd'hui, les menaces prolifèrent dans le cyberespace. Paradoxalement, il n'existe pas vraiment de définition objective et consensuelle du cyberespace, puisque chacune des définitions reflète les intérêts et les préoccupations des différents acteurs qui tentent de définir cet espace. Je pense qu'on pourrait simplement définir le cyberespace comme Internet, ainsi que l'espace intangible qu'il engendre et dans lequel s'opèrent des échanges dématérialisés et toujours instantanés entre des citoyens de nations différentes et qui ainsi abolit les distances. Et le cyberespace est communément découpé en 3 couches. Donc il faut savoir qu'il existe la couche physique, qui est le véritable backbone, la colonne vertébrale d'Internet, qui est constituée des câbles sous-marins et des câbles terrestres. Il y a également la couche logique, qui correspond à l'ensemble des langages et des protocoles qui permettent la transmission des données. Et enfin, la couche sémantique, que nous connaissons beaucoup plus, qui s'intéresse, elle, au sens des contenus échangés. Et ainsi, donc, les différentes représentations conduisent à une conception qui est territorialisée de cet espace. Alors, quelles sont, Soline, les caractéristiques de cette cyberguerre ? Alors, les caractéristiques de cette cyberguerre sont donc tout d'abord qu'elle est psychologique, c'est-à-dire que les États, par exemple, vont tenter de faire croire à l'adversaire à des capacités qui sont les leurs. Mais surtout, la cyberguerre est invisible, imprévisible et anonyme. En effet, elle est invisible puisque on ne peut pas la détecter au premier abord. Elle est imprévisible, on ne sait jamais quand est-ce qu'un acteur va frapper. Et enfin, elle est anonyme puisqu'il est beaucoup plus difficile de remonter à l'origine d'une cyberattaque plutôt que de remonter, par exemple, la trajectoire d'un missile. Ensuite, les frappes de clavier sont beaucoup moins coûteuses, moins dangereuses et surtout plus discrètes que des bombes, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, est une composante essentielle dans les guerres, puisque en effet, les États sont de moins en moins enclins à mettre de l'argent et surtout à avoir des pertes humaines. Oui, alors ces fameuses frappes de clavier, pour vous reprendre, ont un réel motif politique. Oui, tout à fait. Les cyberattaques politiques se multiplient et on en a pris pleine conscience depuis l'attaque de l'Estonie en 2007 par la Russie, puisque en effet, en plein conflit diplomatique, la Russie a saturé le réseau grâce à des machines zombies, appelées aussi botnets, et ont causé un déni de service, c'est-à-dire que toutes les machines se sont connectées en même temps à des sites et donc les ont saturés et les ont immobilisés.
Le but de la Russie était d'isoler l'Estonie, qui envisageait alors de déplacer une statue qui rendait hommage aux soldats soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Et les conséquences ont été que la distribution de gaz, mais également les banques et l'administration estonienne ont été paralysées. Mais on a eu également d'autres exemples, comme l'attaque de la Géorgie en 2009, et également Stuxnet, par exemple, en Iran en 2010, qui a endommagé les infrastructures du programme nucléaire iranien, et qui ont ainsi permis aux États-Unis et à Israël, à l'origine de cette attaque, de repousser, de freiner en tout cas l'avancée du programme iranien. On a également le malware Flame, qui a été découvert en 2010 et qui a permis aux États-Unis et à Israël, encore de collecter silencieusement des données en Iran. Plus récemment, en 2014, la Corée du Nord a été accusée du piratage du studio de cinéma américain Sony, qui s'est vu contraint d'annuler la sortie d'un film sur le complot fictif de la CIA pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. En 2015, TV5 Monde a subi à son tour une attaque. Et donc, toutes ces attaques, à chaque fois, et également, oui, l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016, donc toutes ces attaques montrent bien le motif de plus en plus politique de ces attaques. Oui, alors des attaques donc au motif politique et surtout des attaques qui se multiplient. L'année 2017 a vu une recrudescence de ce type d'attaques et surtout de leurs conséquences. Oui, effectivement, l'année 2017 n'est pas épargnée et au contraire, il y a une recrudescence de ces attaques puisque en mai, WannaCry, bien connu, qui a fait la une de nombreux journaux, a fait 200 000 victimes dans plus de 150 pays et a paralysé le système de santé britannique, le ministère russe de l'Intérieur et également de nombreuses entreprises comme FedEx et Renault. En juin, le ver informatique NotPetya a exploité des failles de sécurité pour se propager sous la forme d'un ransomware, c'est-à-dire qu'il demandait aux utilisateurs qui venaient de se faire attaquer des rançons. Et donc, cette nouvelle cyberattaque internationale a touché des banques, des entreprises pétrolières et de transport, bref, de nombreux secteurs qui ont paralysé l'économie et qui ont menacé en quelque sorte la stabilité des pays. Et en septembre dernier, l'essai d'armes cybernétiques russes a perturbé le réseau téléphonique letton. Et donc, on voit bien que le cyberespace apparaît désormais comme un territoire sur lequel il est nécessaire pour les États de faire respecter leurs frontières, leur souveraineté et leurs lois. Et alors justement, est-ce que les États commencent à prendre conscience de l'importance de ces cyberguerres ? Oui, de plus en plus, les États prennent conscience de l'enjeu politique du cyberespace et cela engendre une course aux cyberarmes depuis ces dernières années. En effet, on compte environ 26 États qui possèdent une force de frappe cybernétique et les États-Unis, la Chine et la Russie sont en tête de cette course aux cyberarmes. L'unité 61 398 de l'armée populaire de Chine s'occupe de ces des cyberattaques. En 2009, la France a fondé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. L'année suivante, en 2010, les États-Unis ont créé l'US Army Cyber Command. Et en 2013, le livre blanc de la défense et la sécurité nationale a élevé le cyberespace au rang de priorité stratégique en France. Enfin, en décembre 2016, Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre de la Défense, a annoncé la création d'un cybercommandement en France. Et entre 2014 et 2019, pour prendre l'exemple de la France, donc la France consacrera 1 milliard d'euros à la cyberdéfense et se dotera d'une cyberarmée de 3200 hommes. En effet, donc la cyberguerre permet aux États de faire respecter leurs frontières, leur souveraineté, leurs lois donc c'est donc un facteur de puissance et de sécurité qui est désormais nécessaire. Et alors au milieu de tout cela, Soline, le droit international, il est important désormais de clarifier les choses, hein. Oui, tout à fait, puisque il n'existe à ce jour aucun texte international qui qualifie la cyberguerre. L'article 51 de la Charte des Nations Unies affirme donc que l'on peut riposter en cas d'attaque et d'un conflit armé.
Cependant, comment définir la cyberguerre où il n'existe pas de véritables armes et où les lignes rouges n'ont pas été clarifiées et où également il est difficile de connaître les responsables. Pour les États-Unis, le cyberespace est un domaine militaire comme l'air, l'eau, la terre et l'espace. Et depuis 2016, le cyberespace est devenu un théâtre d'opération à part entière pour l'OTAN. Et comme la Convention de Genève encadre les droits de la guerre conventionnelle, il est primordial désormais de s'accorder sur une convention sur la cyberguerre et de définir bien sûr une ligne rouge à ne pas franchir dans le cyberespace. Donc certes, on peut mentionner la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, mais celle-ci n'est pas universelle, elle est trop limitée et ne saurait englober toutes les menaces. Et donc dès 2008, l'OTAN, conscient de cette limite, a adopté sa première politique de cyberdéfense. En 2013, le Centre d'excellence en cyberdéfense de l'OTAN a publié le manuel de Tallinn, justement sur le droit international applicable à la cyberguerre, puisque le droit international existe et il faut désormais l'étendre au cyberespace et à la cyberguerre. Et donc, du coup, l'application du droit international au cyberespace, qui a été reconnue en 2013 par l'ONU, puis étendue en 2015, doit être clarifiée de manière urgente, puisque l'on voit que les menaces se multiplient. Washington et Pékin ont aussi débuté les négociations en 2015 autour d'un accord de non-agression dans le cyberespace, puisque l'on sait que un rapport Mandiant d'une entreprise américaine a été publié en 2013 et dénonçait la Chine comme le principal responsable des cyberattaques subies par les États-Unis. Enfin, en avril dernier, 12 pays se sont réunis à l'UNESCO à l'occasion de la conférence qui s'intitulait « Construire la paix et la sécurité internationale de la société numérique ». Et enfin, le mois d'octobre, le mois dernier, était le mois européen de la cybersécurité et s'est achevé sur cette constatation que les cyberattaques se multiplient, que ce sont désormais des enjeux géopolitiques majeurs et qu'il est primordial d'adapter le droit afin de prévenir toute éventuelle guerre mondiale. Eh bien voilà, affaire à suivre en tout cas, hein, et si l'on voit une recrudescence l'an prochain de ce type d'attaque, les choses commenceront à devenir de plus en plus sérieuses. Hein. Oui, tout à fait. En effet, l'ambassadeur français pour la cyberdiplomatie, David Martinon, a affirmé que le monde entier est en cyberguerre et je pense qu'il est primordial d'agir avant que ceci devienne véritablement vrai. Merci beaucoup Soline Toussaint des yeuxdumonde.fr. On peut donc vous lire sur ce site plus en longueur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. L'actualité des médias. L'actualité des médias, Franck Paganav qui nous parle cette semaine des menaces récurrentes contre Charlie Hebdo. Bonjour Franck. La semaine dernière, quand ils ont sorti leur une, il a fallu attendre lundi, le journal sort le mercredi, pour qu'on commence à bouger le cul, pour dire « Ah, ils sont menacés ». Déjà la moitié d'eux sont morts. Ça fait des mois que ça dure. Tout le monde s'en fout. Vous comprenez que tout le monde s'en fout. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas regarder ce phénomène. C'est épouvantable quand même, non? On vit dans un pays où des gens sont sous protection. Moi, par exemple, depuis 11 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel pays on vit?
Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on laisse la démocratie partir en couille comme ça? C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud.